Astéroïde 4810. De la tête au ciel. Chaque mois, je vous fais décoller vers une constellation du ciel nocturne. Je vous raconte son histoire, ses mythes, ses légendes et vous entraîne à la découverte des objets célestes qu'elle recèle. My code name is Project 2501. Industrial espionage and intelligence manipulation. La constellation de la couronne boréale est située entre Hercule et le Bouvier, dans une portion du ciel ne comprenant que très peu d'étoiles brillantes. Boréale, car on la distingue de son homologue de l'hémisphère sud, la couronne australe, proche du Sagittaire. Elle a été répertoriée pour la première fois au IIIe siècle avant Jésus-Christ par Ptolémée dans son Almageste. C'est l'une des plus petites constellations du ciel et certainement l'une des seules dont la forme correspond bien au nom. Cette étoile disposée en arc de cercle dessinant un diadème. Au milieu se distingue une étoile plus brillante, prénommée Gemma, le joyau par les Romains, et Alpheka par les Grecs anciens. Afin de pouvoir distinguer au mieux cette constellation, privilégiez un lieu sombre, éloigné de la pollution lumineuse de la ville et de la Lune. Ce mois-ci, la pleine lune aura lieu le 14 juin. Ce sera l'occasion d'observer une super lune. Elle paraîtra plus grosse que d'habitude car elle passe près de la Terre, ce qui lui donnera également une très jolie teinte orangée. Le meilleur moment pour observer le ciel sera donc en début et en fin de mois. Dans la mythologie grecque, la couronne est celle d'Ariane, la fille du roi Minos de Crète, qui a aidé l'Athénien Thésée à vaincre le Minotaure. Cet être fabuleux, dont le nom signifie taureau de Minos, a été imaginé comme le fils de la reine Pasiphaë, épouse de Minos, et d'un taureau divin envoyé par Poséidon. Avant de vous raconter cette histoire à la fois dramatique et héroïque, écoutons The Labyrinth Song inspiré par ce mythe d'Asaph Avidan. Evening rises, darkness threatens to engulf us all, but there's a moon above, it's shining, and I think I hear a call. It's just a whisper through the trees, my ears can hardly make it out, but I can hear it in my heart vibrating strong as if she shouts, oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my head. I came here like you asked, I killed the beast, that part of me is dead. Ariadne, I just need to work this maze inside my head. If only I'd have listened to you when you offered me that thread. Everything is quiet and I'm not exactly sure if it really was your voice I heard, or maybe it's a door that's closing up some hero's back on his track to be a man. Can it be that all us heroes have a path but not a plan? Oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my mind. I wish I had that string, it's so damn dark, I think I'm going blind. Ariadne, I just need to work this maze inside my mind. For the life of me, I don't remember what I came to find. Now tell me, princess, are you strolling through your sacred grove? And is the moon still shining? You're the only thing I'm thinking of. The sword you gave me, it was heavy, I just had to lay it down. It's funny how defenseless I can feel here when there's nobody around. Oh Ariadne, I'm coming, I just need to work this maze inside my heart. I was blind, I thought you'd bind me, but you offered me a charge. Ariadne, I just need to work this maze inside my heart. If
I known that you could guide me, I'd have listened from the start. Somewhere up there, midnight strikes, I think I hear the fall of little drops of water magnified against the barren wall. It's more a feeling than a substance, but there's nobody around. And when I'm in here all alone, it's just enough to let me drown. Oh, Ariadne, I was coming, but I failed you in this labyrinth of my past. Ariadne, let me sing you, and we'll make each other last. Ariadne, I have failed you in this labyrinth of my past. Ariadne, let me sing you, and we'll make each other last. Ariadne, let me sing you, and we'll make each other last. C'était The Labyrinth Song d'Asaf Avidan, Globule Radio 90.5, bienvenue sur mon astéroïde 4810, direction la constellation de la couronne boréale. Comme je vous le disais il y a quelques instants, l'histoire de cette couronne débute en Crète, non loin du célèbre labyrinthe de Dédale et du monstrueux Minotaure. Dans son palais de Knossos, le roi Minos réunit les dignitaires de toutes les villes de la florissante Crète. Assis sur une chaise à haut dossier incrusté d'or, il est accompagné de sa femme Pasiphaé et de ses filles Ariane et Phèdre. C'est un jour important pour les Crétois, car ils reçoivent le tribut de la ville d'Athènes, vaincue. Tous les 9 ans, 7 jeunes Athéniennes et 7 jeunes Athéniens sont livrés en sacrifice au féroce Minotaure, fils de Minos, au fond de son labyrinthe. Ils sont arrivés ce matin même à bord d'un bateau rempli de guirlandes ornant les victimes des sacrifices. Devant la foule des dignitaires du roi sont alignés les 14 jeunes gens. L'un d'eux est plus grand, plus fort, et apparaît comme leur chef. Le roi Minos prend la parole et leur adresse ces mots. Vous voici donc, Athéniens, prêts à honorer le contrat d'armistice entre votre peuple et le puissant peuple crétois. La ville d'Athènes est sage d'envoyer sans rechigner le tribut exigé par nous. Elle peut ainsi prospérer et jouir de la paix, sans crainte à nouveau de voir son territoire ravagé par mes forces. Vos parents ont massacré traîtreusement mon fils Androgée, aimé des dieux dans la plaine d'Attique, et ma vengeance a décimé votre peuple. Les dieux m'ont aidé en vous accablant de maladies et en tarissant les fleuves. Pourtant, je ne vous ai pas anéanti, comme vous l'auriez mérité. On m'a dit que ce tribut d'honneur était accompagné aujourd'hui par le fils du roi d'Athènes, le vaillant Thésée, dont les exploits sont parvenus jusqu'à nous. Est-ce toi, jeune homme, qui te tiens au milieu de ces jeunes gens, un peu trop fier pour un homme destiné à mourir ? Tu peux parler, si tu as quelque chose de sensé à dire. Thésée, fils d'Égée. Alors, le grand jeune homme blond s'avance d'un pas vers le roi. Les gardes abaissent leurs lances aux pointes de bronze, mais le roi Minos les arrête d'un geste impérieux. Puissant roi Minos, tu as raison de croire que je ne viens pas ici avec un cœur belliqueux. Je te demande simplement d'écouter ce que le conseil des Athéniens, présidé par Égée, mon père, te propose. Ces jeunes gens, nous tous, allons périr, transpercés par les cornes du monstrueux Minotaure. Ce sacrifice apaisera les dieux ainsi que ton fils divin, mi-homme, mi-taureau, mais jettera nos familles dans un deuil douloureux. Nous pouvons te proposer des compensations honorables. Nous ne t'offrirons pas de tribut d'or ou de pierres précieuses. Tes coffres en sont pleins. Nous ne pouvons pas non plus t'assurer de bateaux remplis de blé et d'huile, car notre terre est pauvre,
et la Crète prodigieusement fertile. Mais nous pouvons faire alliance avec toi et mettre nos vaillants soldats à tes ordres si une guerre menaçait ton île bénie des dieux. Je te le demande, sois bienveillant en nous faisant grâce et abandonne ce honteux tribut en acceptant notre alliance. Les paroles de Thésée remplissent la salle, et lorsqu'il finit de parler, le silence s'établit longuement. Tous regardent Thésée avec étonnement et l'admirent dans leur cœur, car il ose s'adresser sans peur au roi Minos, terrible dans sa puissance. La fille du roi, Ariane, regarde elle aussi le fils d'Égée et l'a écouté sans le quitter des yeux. Ces paroles résonnent dans son esprit, et son cœur frémit en contemplant le port altier du fils du roi d'Athènes. Si Thésée avait tourné les yeux vers elle, il aurait vu une jeune princesse d'une merveilleuse beauté, portant sur ses cheveux noirs et brillants une couronne d'or incrustée de pierres précieuses, parure digne d'une déesse. Mais Thésée ne voit que Minos. Minos se lève et se tient devant le jeune Athénien à la fière posture. Des paroles de colère lui remplissent la bouche et il s'adresse ainsi à Thésée et à ses compagnons devant la nombreuse assemblée des nobles Crétois. Ainsi, voilà ce que le roi Égée et les Athéniens ont pensé en t'envoyant ici. Ils veulent discuter, marchander, briser le traité en proposant un risible tribut de remplacement. Croient-ils vraiment que nous ayons besoin de votre aide ? Notre île de Crète possède plus de 90 villes, riches et puissantes. Elle est au centre de la mer, au cœur du monde. Les dieux l'ont créée la première et la protègent. Mon fils, le Minotaure, que tu appelles monstre, est la démonstration que les dieux peuvent se jouer des lois ordinaires de la nature. Il est le garant de notre force. Et tu voudrais que nous privions ce monstre divin de son dû ? Préférerais-tu que tes compagnons et toi-même fussiez jetés en esclavage ? La douleur de vos familles en serait-elle amoindrie ? En vous offrant en sacrifice, maintenant, selon la volonté des dieux, nous sauvegardons notre honneur et le vôtre. Réfléchis à tout cela, fils d'Égée, pendant ces quelques heures précédant votre rencontre avec le Minotaure. Les gardes emmènent les jeunes gens dans une salle où s'entassent de grandes jarres remplies d'huile et de blé. Soudain, l'épaisse porte qui s'est refermée sur eux s'entr'ouvre et un garde fait signe à Thésée de sortir avec lui. Dehors, la nuit enveloppe la terre et seule la clarté des étoiles permet de distinguer les grands arbres qui entourent le palais. Tenu fermement par le garde silencieux, Thésée se glisse sous l'ombre épaisse d'un figuier aux branches tombant jusqu'au sol. Il voit alors une silhouette, auréolée d'une douce lumière. Cette lumière émane des pierres précieuses, rubis, émeraudes, saphirs, serties dans une couronne d'or. C'est une jeune fille qui la porte sur ses cheveux noirs et brillants. Elle est debout et ses bras se tendent vers lui. Elle parle ainsi à Thésée. « Thésée, fils d'Égée, les dieux sont tout autour de nous, pour notre bonheur parfois, mais surtout pour notre malheur. Qui peut leur résister ? Vois ce qu'ils ont fait de moi, Ariane, fille du roi Minos, qui t'a si mal reçue dans son palais tout à l'heure. Je t'ai écouté moi aussi, mais tes paroles ont pénétré dans mon cœur, malgré moi, par la volonté d'un Dieu qui se joue de moi et auquel je ne puis échapper. Vois, il me remplit de pensées, funestes pour mon père et pour mon peuple, favorables pour toi. Je vais trahir mon père, en te donnant la force et la ruse pour échapper au Minotaure et à ses cornes acérées. Si tu réussis, je ne pourrai rester auprès de mon père et de ma mère. Tu dois me promettre de m'emmener avec toi, loin d'eux, loin de ma patrie perdue par ma faute. Écoute, cette couronne qui brille sur ma tête m'a été donnée par Dionysos lui-même, ce dieu jaloux qui rend fou ses fidèles et s'est épris de moi. Je te la donne,
car elle seule peut t'éclairer dans les ténèbres où t'attend le Minotaure. L'ingénieux Dédale lui a construit un labyrinthe, sans autres ouvertures qu'une porte épaisse bien gardée. Dedans, tout n'est que ténèbres, où l'éclat et le grésillement d'une torche te dénonceraient aussitôt. Cette couronne te permettra de voir sans être vu. Suspends-la à ton cou par cette solide lanière et cache ce précieux joyau sous ta tunique. Passe à ta ceinture ce poignard recourbé qui ne pourra frapper que le corps d'homme du Minotaure, car sa tête de taureau, énorme et noire, est aussi dure que la pierre. Prends enfin cette pelote de fil très solide. C'est Dédale qui me l'a donnée pour toi. Il n'approuve pas les actes cruels exigés par le monstre pour lequel il a construit l'obscur labyrinthe. Cette pelote te permettra de retrouver la porte de sortie, si tu as bien déroulé le fil. Thésée lui répond alors. Fille de Minos, nous savons tous les deux que les desseins des dieux sont impénétrables pour les mortels. Mais ce qui dépend de ma vaillance et de ma dignité, je l'accomplirai de mon mieux. Le garde dévoué Ariane conduit alors Thésée par un long chemin vers la porte du labyrinthe. Il l'ouvre et le fils d'Égée entre. Tout n'est que ténèbres et silence. Thésée suspend la couronne à son cou, par-dessus sa tunique, et grâce aux pâles lueurs de pierres précieuses, il noue avec soin le fil de la pelote à un gond de la porte aux solides ferrures. Puis il se retourne et voit devant lui l'entrée de plusieurs couloirs, étroits et obscurs. Il en prend un au hasard. Ses bras étendus mesurent l'espace d'une paroi à l'autre. Choisissant toujours au hasard de tourner à droite ou à gauche, il arrive à des impasses où seule la pelote de fil, patiemment dévidée, puis enroulée, puis dévidée à nouveau, lui permet d'avancer vers le centre du labyrinthe. Tout à coup, des mugissements effrayants semblent entourer Thésée de toutes parts. Les échos lui remplissent les oreilles, et il ne sait plus où porter ses pas. Il sent alors une odeur aigre de sueur et de cuir qu'il se force à suivre malgré son effroi. L'odeur âcre se fait plus forte, les cris plus puissants, et la main de Thésée, qui tâte le détour d'un couloir, rencontre soudain une chair molle et couverte de poils rugueux, tandis qu'au-dessus de sa tête, le bruit des mugissements devient assourdissant. Thésée comprend en un instant qu'il se trouve tout près de la poitrine du monstre et qu'il faut frapper vite avant qu'il n'abaisse sa noire tête aux cornes acérées. Alors, sans attendre, il saisit son poignard et l'enfonce de toute sa force dans la poitrine du Minotaure. Étourdi par un mugissement horrible, dans une frénésie de peur et de colère, le héros se met à frapper le corps monstrueux à grands coups de poing, et les craquements des côtes écrasées le remplirent d'une joie sauvage. Les mugissements faiblissent, puis s'arrêtent. Thésée, à la pâle lueur de la couronne suspendue à son cou, voit la masse de chair transpercée du poignard et bleuie de ses coups s'affaisser à ses pieds, entraînant la tête de taureau inoffensive désormais. Thésée regarde un moment le monstre abattu, puis, rassemblant ses forces, reprend la pelote de fil qu'il ramène à la porte de l'obscur labyrinthe. La mort du Minotaure allait montrer à tous que la bonne volonté des dieux s'est détournée de l'île de Crète et de son roi. Le garde dévoué Ariane entraîne le fils d'Égée vers le rivage, où, dans leur bateau venu d'Athènes, se trouvent les compagnons de Thésée délivrés par Ariane. La fille de Minos est là aussi, et Thésée un instant s'arrête pour contempler sa beauté. Le bateau file sur la mer jusqu'à l'île de Naxos et accoste. Là, tous s'étendent sur le sable, fatigués par cette extraordinaire journée. Thésée, entouré des siens, raconte son exploit, expliquant la chance accordée par les dieux. Le Minotaure surpris au détour d'un couloir, frappé à la poitrine avant d'avoir pu abaisser sa terrible tête aux cornes impitoyables. Il parle aussi de la pelote de fil et de la couronne merveilleuse. Son regard reconnaissant se lève alors vers Ariane, qui était restée à l'écart. Le sommeil vient enfin, et tous s'étendent dans leurs couches de sable. Mais Thésée ne dort pas. Il regarde les vagues écumeuses de la mer qui roulent sur le sable en un va-et-vient incessant. Tout à coup,
Il croit voir devant lui un halo d'obscure lumière, la déesse Athéna, protectrice de sa ville d'Athènes. Elle est là et lui parle dans son cœur. Elle lui dit de partir et de laisser là Ariane, la fille de Minos, qui a trahi son père et son pays. Il a fait son devoir, et son devoir ne comprend pas de ramener Ariane à Athènes, où l'attend son père Égée. Alors, Thésée réveille ses compagnons et veille à leur embarquement. Il pose la couronne scintillante de pierreries sur un pan du manteau d'Ariane endormie dans sa couche de sable. Alors, Ariane abandonnée meurt de désespoir sur les rivages de l'île. Sa couronne brille dans le ciel en souvenir de sa malheureuse destinée. Imaginons un instant la belle Ariane étendue sur le sable, immobile, le corps vide, et laissons-nous porter par les vagues, seuls avec Geto Kumbe, sola. Nadando entre mares y ahora regreso en tu cuerpo vacío. Sola, se deja llevar por la sola, nadando entre mares y aromas. Sola, dejando este cuerpo vacío aquí sin importarle otra cosa. Sola, ya todos sabemos que aquí no todo está pintado de rosa. Sola, aprendí que soñando en la vida se logran las cosas. Sola. Nadando entre mares y ahora regreso en tu cuerpo vacío. Estoy confundido, me dejo llevar por el viento, volando entre amores desiertos, dejando las penas al tiempo. Sola, se deja llevar por la sola, nadando entre mares y aromas. Sola, dejando este cuerpo vacío sin importarle otra cosa. Sola, ya todos sabemos que aquí no todo está pintado de rosa. Sola, aprendí que soñando en la vida se logran las cosas. Sola. 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 Viene la noche. Viene la noche. Pasa el viento, pasa el tiempo. Mi pensamiento pasa el viento. Sola, sola. Sola, sola. Hola, hola. Sola, sola. Sola, mi pensamiento pasa el viento.
C'était Sola de Getokumbe. Continuons notre voyage au cœur de la constellation de la couronne boréale en surfant sur les ondes de Globule Radio. La constellation de la couronne boréale se distingue par ses étoiles trompeuses au premier abord. Alphecca est l'étoile la plus brillante. C'est une étoile blanche distante de 72 années-lumière. Elle possède une compagne qui l'éclipse sur une période de 17 jours, durant laquelle son éclat varie légèrement. Cette variation est trop faible pour l'observer à l'œil nu, mais elle fait d'Alphecca une étoile binaire à éclipse. Également, Nusakan, qui est située au-dessus d'Alphecca, c'est la seconde étoile la plus lumineuse de cette constellation. Si l'on pointe un petit télescope dans sa direction, on découvrira qu'elle possède elle aussi une compagne. Un phénomène étonnant concerne l'étoile la plus proche de l'épaule gauche du Bouvier. Elle est moins brillante que les deux précédentes, mais bien visible dans un ciel dégagé. 3 fois plus lumineuse que notre Soleil, sa vitesse de rotation à l'équateur est 200 fois plus élevée que celle de ce dernier. Cette vitesse est inhabituelle, car même si les étoiles composées de plasma tournent différemment des planètes et plus vite, la vitesse excessive à l'équateur de cette étoile reste inexplicable à l'heure actuelle pour les scientifiques. Enfin, si vous pointez votre regard sous l'avant-dernière étoile qui forme le diadème en direction de la constellation d'Hercule, vous ne verrez sans doute rien, car l'étoile qui s'y trouve a une magnitude apparente d'environ 10, c'est-à-dire qu'elle est invisible à l'œil nu. Mais son éclat s'est accru à 2 reprises d'une façon spectaculaire. La première fois, ce fut en 1866, sa magnitude atteignit 2. Dans un de ses ouvrages, l'écrivain Anatole France relate cet événement. L'étoile devait briller 1 mois pour de nouveau s'effacer avant de se rallumer en 1946 et s'éteindre à nouveau. On nomme ce type d'étoile des novas récurrentes. Il n'est pas impossible qu'elles réapparaissent un jour et vous aurez peut-être la surprise d'assister à ce phénomène et d'admirer ainsi cette étoile. Savez-vous ce que signifie la magnitude ? En astronomie, on évoque souvent ce terme suivi d'un chiffre positif ou négatif lorsqu'on parle de la luminosité d'une étoile. Mais à quoi cela correspond-il vraiment ? La magnitude d'une étoile est en fait l'énergie transmise par la lumière d'un astre. On appelle cela l'irradiance ou encore l'éclairement énergétique. L'étoile Vega est la référence, elle est de magnitude 0. La magnitude suit une échelle logarithmique inverse, c'est-à-dire que plus le chiffre est grand, moins l'objet est lumineux. L'œil humain voit en général jusqu'à la magnitude 6. De plus, cette échelle n'est pas linéaire. L'écart entre 2 unités n'est pas équivalent comme sur une règle par exemple. L'échelle logarithmique fonctionne sur des rapports à distance constante. Concernant la magnitude, le rapport est de 2,5. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple du Soleil et de la Lune. Le Soleil a une magnitude de -26,7 et la pleine Lune de -12,5. Cela ne signifie pas que le Soleil est 2 fois plus lumineux que la pleine Lune, puisqu'il ne s'agit pas de différence, mais de rapport. Il est 2,5 puissance 14, c'est-à-dire environ 370 000 fois plus lumineux que la pleine Lune depuis la Terre. On parle de magnitude apparente lorsqu'on prend en compte la place de l'observateur dans l'univers, donc en ce qui nous concerne depuis la Terre, et de magnitude absolue pour définir la luminosité intrinsèque d'un objet céleste. Par exemple, la magnitude apparente du Soleil, de notre point de vue de terrien, est, comme je viens de le dire plus haut, de -26,7, mais sa magnitude absolue est de 4,9. Pour finir, la constellation de la couronne boréale est riche de super amas de galaxies. Ce sont des amas distants d'1 milliard d'années-lumière observables uniquement par les astronomes à l'aide d'instruments puissants. Dans l'un de ces super amas se niche un amas de galaxies remarquable par le nombre et la variété de ces galaxies. Baptisé A2065 et célèbre dans la communauté scientifique grâce à Edwin Hubble, qui, dans les années 30, le découvrit et l'étudia.
Il fait ainsi partie des amas qui, observés par lui et Milton Humason, permirent d'affirmer que dans l'ensemble, les galaxies ont tendance à s'éloigner de nous. Éloignement qui se produit d'autant plus rapidement que les galaxies en question sont distantes de nous. Ces observations permirent d'affirmer que la structure de notre univers était en expansion. Hubble compara ces mesures spectroscopiques à celles faites par Humason sur une galaxie d'un autre amas. Remarquant que leur spectre se décalait vers le rouge, il déduisit qu'un grand nombre des galaxies s'éloignaient, que la distance entre elles et le volume de l'univers augmentaient. Il peut prouver ainsi que l'univers est en expansion. Je vous invite à lever les yeux vers la constellation du Bouvier pour observer la pluie d'étoiles filantes des boutides issues des débris de la comète 7P Pons-Winnecke, qui seront visibles dans notre atmosphère du 22 juin au 2 juillet. Enfin, le solstice d'été attendu le 21 juin correspond au moment où le soleil monte au plus haut dans le ciel et marque la journée la plus longue de l'année. Profitez-en bien. Ce sera tout pour la constellation de la couronne boréale. Je vous retrouve le mois prochain pour un voyage vers la constellation du Dauphin. Ces chroniques sont inspirées du livre de Marie-Françoise Serre, Constellations et légendes grecques. Vous pouvez me retrouver en podcast sur globule.chamonix.radio et sur la page Facebook d'Astéroïde 4810. N'hésitez pas à laisser vos impressions, questions, suggestions et à me contacter si vous aussi vous avez la tête dans les étoiles et des envies de projets autour de l'astronomie.